bonsoir à tous. À la une de ce journal, au lendemain de l'élection présidentielle en Guinée-Conakry, de vives tensions sont enregistrées dans les fiefs de Cellou Dalein Diallo. Le principal challenger du président sortant Alpha Condé s'est autoproclamé vainqueur de ce scrutin. Les autorités compétentes n'ont pas encore publié les résultats officiels de cette élection présidentielle. À suivre dans la page internationale, un parlementaire français tense la politique française étrangère, notamment sur la détérioration de la situation des droits de l'homme au Cameroun. Vous l'écouterez en ouverture de ce journal. C'est un désaveu cinglant pour des ministres camerounais chargés de la mise en œuvre de la collecte par voie numérique des taxes douanières sur les téléphones portables importés, après avoir suivi sur Equinox Télévision l'avalanche de critiques venant des experts, la colère des consommateurs réticents à payer cette taxe et l'opposition farouche des leaders politiques. Le président de la République a rejeté ce mécanisme et demandé la suspension d'une telle mesure fiscalo-douanière, mais des questions demeurent dans l'esprit des Camerounais. D'où vient la controverse? Pourquoi les éclairages ministériels n'ont convaincu presque personne? Ce soir, Equinox vous donne les clés pour démystifier les zones d'ombre, les incongruités autour de cette controverse sur une nouvelle collecte des droits de douane par voie numérique sur le téléphone portable. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Mettons d'abord le cap en Afrique de l'Ouest, principalement à Conakry, la capitale de la République de Guinée, où des tensions sont enregistrées dans une partie de la capitale, notamment les fiefs de Cellou Dalein Diallo, principal challenger du président sortant Alpha Condé. Il s'est autoproclamé vainqueur de ce scrutin qui s'est tenu hier dimanche à la surprise générale. Pourtant, les autorités compétentes n'ont pas encore fini de compiler les résultats et de s'exprimer sur les vainqueurs officiels de cette élection présidentielle. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Guy Zogo. Près de 24 heures après la tenue de l'élection présidentielle en Guinée-Conakry, le candidat de l'opposition n'a guère attendu que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, proclame les résultats. Lui s'est chargé d'indiquer aux Guinéens qu'il est le vainqueur de cette élection. Cellou Dalein Diallo a effectivement affirmé à 15h heure locale ici aujourd'hui qu'il avait remporté l'élection présidentielle avec 58% de suffrages selon des informations qu'un site d'information qui lui est proche relaie sur les réseaux sociaux. Naturellement, dans le camp d'en face, on n'est pas resté bras croisés et le camp présidentiel, lui, indique également que c'est plutôt Alpha Condé qui est le vainqueur de cette élection présidentielle avec 68% de suffrages, selon une étude présentée comme sortant tout droit des urnes. Dès hier soir, le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana et le ministre de l'Intérieur Albert Damantan Camara, au cours d'une conférence de presse bilan du scrutin qui s'était déroulé en journée, ont indiqué qu'il était question que les acteurs politiques se montrent responsables en ne proclamant pas les résultats de l'élection avant la CENI. Visiblement, Cellou Dalein Diallo n'en a pas tenu compte. Lui qui indique qu'il est vainqueur, c'est qui a provoqué effectivement la descente dans la rue, dans les fiefs de son parti, à Dixine et Bambeto, de ses partisans, lesquels ont également suscité une réaction des forces de l'ordre en ce moment qui quadrille les lieux, et la tension, elle, a provoqué une peur panique chez certains habitants de la capitale Conakry avec la fermeture des boutiques et des établissements bancaires. Il reste à savoir maintenant ce qui va se passer en attendant que la Commission électorale nationale indépendante publie les résultats. Il faut rappeler que seuls les résultats de cette institution sont considérés comme devant déclarer le vainqueur de l'élection présidentielle ici en Guinée-Conakry. À Conakry, pour Equinox Télévision, Emmanuel Diop, Guy Zogo. En Côte d'Ivoire, une escalade de violence suscite des inquiétudes. L'une des résidences d'un candidat, Pascal Affi-N'Guessan, a été incendiée. Des agressions se multiplient entre militants pro-Ouattara et anti-Ouattara. Nous l'évoquons dans ce reportage signé Gladys Sidi.
Le spectre des violences intercommunautaires plane sur la Côte d'Ivoire. Les appels incessants au boycott lancés par l'opposition font craindre un nouveau cycle de violence dans le pays. Des échauffourées ont en effet éclaté ce week-end dans le fief du candidat à la présidentielle à Figuessan. La résidence du leader du FPI a été incendiée à 150 km au nord d'Abidjan. Il s'agit des miliciens du régime, ceux qui sont entretenus par le petit frère du chef d'État et qui seraient regroupés à l'hôtel Sebroco et qui sont mis en mission pour agresser les leaders de l'opposition qui gênent le régime et qui fonctionnent un peu comme des escadrons de la mort. Moi-même, j'ai été informé très tôt le matin, avant la levée du jour, de ce qu'ils étaient en mouvement et qu'il fallait qu'on prenne des dispositions. Malheureusement, nos camarades n'ont pas été suffisamment alertes. Donc nous avions l'information. Certains même pensaient que ce serait même ici à Abidjan. Ils ont choisi d'aller au village. Des incidents qui interviennent alors que l'opposition a lancé un mot d'ordre de boycott actif du processus électoral. Elle demande une réforme du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante, accusée d'être inféodée au pouvoir. C'est pour tenter de désamorcer une bombe qui pourrait éclater à tout moment qu'une mission de la CEDEAO a atterri le 18 octobre à Abidjan. En vue d'évaluer le climat sociopolitique, la délégation ministérielle constituée de 4 membres aura des séances de travail avec les autorités ivoiriennes, le groupe d'ambassadeurs des pays membres permanents du Conseil de sécurité et du groupe d'ambassadeurs de l'Union européenne et de l'Union africaine. Les attentes des Ivoiriens durant cette élection présidentielle sont grandes. Pour ma part, j'attends beaucoup du futur président. Il y a tellement de choses à faire. Au niveau infrastructurel, c'est vrai que le président sortant en a fait beaucoup, mais il reste encore énormément de choses à faire. Au niveau de l'éducation aussi, voilà, il faut construire encore des salles de classe voilà, dans les coins les plus reculés de la Côte d'Ivoire. Le travail, parce que depuis un certain temps, vraiment pour avoir du boulot en Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Donc, en tant que jeunes, nous avons besoin de travail, nous avons besoin de nous occuper pour être indépendants. La sécurité, parce qu'on n'est pas en sécurité. À partir de 18h, on est obligé de courir pour rentrer dans les maisons parce qu'il n'y a pas de sécurité. Surtout à Bobo, à Djamé. Depuis l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara, le 6 août dernier, la Côte d'Ivoire est plongée dans une crise préélectorale. Le pays déplore une trentaine de pertes en vie humaine. Des centaines de citoyens sont détenus dans les prisons. Mais loin de céder, le pouvoir maintient les élections pour le 31 octobre prochain. Dans ce chapitre consacré à l'international, le silence de la France sur la détérioration de la situation des droits de l'homme et la situation particulière de Maurice Kamto suscite inquiétude chez des parlementaires. L'un des députés français, Sébastien Nadeau, a interpellé le ministre français des Relations étrangères et de l'Europe, déplorant les errements de la politique française à l'étranger. Je vous propose d'écouter Sébastien Nadeau et l'échange qu'il a eu avec le ministre français des Affaires étrangères. Particulièrement au Cameroun, où vous semblez ignorer le drame anglophone et vous ne condamnez pas le fait que le principal opposant politique Maurice Kamto soit actuellement en résidence surveillée. Les errements de notre diplomatie sur le continent africain s'accompagnent des mauvais comportements d'entreprises françaises à l'étranger. Le groupe Bolloré au Cameroun, Total au Yémen ou au Mozambique. Soyons clairs, nous ne rivaliserons pas face aux Chinois ou aux Russes sur le terrain de la corruption des élites africaines. Je voudrais d'abord rappeler, parce que j'ai bien entendu la somme de louanges que j'ai entendu, que M. Nadeau a bien voulu me décerner tout à l'heure, mais bon... Je reviendrai parce que je crois que je suis porteur d'une politique d'égarement, donc c'est un peu lourd pour moi, mais enfin, bon, j'assume. Mais je voulais quand même le dire que, vous n'avez pas eu ces mots extrêmes, monsieur Lecoq. Si, vous avez dit égarement. Peut-être que vous avez dit égarement. Je suis en train de m'égarer, enfin, donc je suis dans l'égarement, monsieur Nadeau. Mais merci du compliment. Il demande d'aller voir quelques lieux. Bon, monsieur Nadeau, je n'ai pas polémiqué avec vous. Donc, je vous donnerai simplement un conseil sur ma politique d'égarement.
Moi, je vous propose d'aller voir. Ah bah si. Si, on verra en compte rendu, hein, mais bon. Enfin, c'était pas des propos d'une très grande. C'était pas des propos très. Non, quand on utilise des mots, il faut les assumer, monsieur Nadeau. Moi, j'assume les mots que j'emploie, mais il faut que vous aussi. Hein, oui, c'est ça. Oui, donc je mène une politique d'égarement. Donc c'est ça. Bon, bon, nous ne sommes donc pas dans la même logique, mais vous avez... Bon, écoutez, on se fera ensemble des cours de grammaire. En tout cas, donc je ne vais pas polémiquer avec vous, j'en ai pas envie. Ce que je vous propose un jour, c'est d'aller voir l'action de l'Alliance française pour le Sahel, de l'Alliance pour le Sahel que nous avons initiée. Et là, vous pourrez constater... C'était un échange entre Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, et Sébastien Nadeau, député français, sur la situation des droits de l'homme et le cas de Maurice Kamto au Cameroun et le silence de la France dans le reste du continent africain. Et parlant du Cameroun, c'est une interview exclusive qu'il a accordée à la chaîne de télévision Equinox. Le bâtonnier Maître Yonder Black a dénoncé la malgouvernance qui gangrène le pays depuis une quarantaine d'années. Lui qui est auteur du livre intitulé « Et maintenant Maurice Kamto » apparaît aux éditions Lamartine. Il a tenu à faire un état des lieux de la situation socio-politique et économique du Cameroun. Morceau choisi à suivre à présent. Qu'est-ce que le Camerounais recherche? Le Camerounais recherche qu'il ait de l'eau à boire, qu'il soit une eau saine. Le Camerounais recherche la lumière. Le Cameroun recherche, nous quand on était enfants, le budget du Cameroun que la France avait pour le Cameroun était insignifiant. Mais tous les vendredis à l'école primaire, on avait la primaline gratuite pour lutter contre le paludisme. Les médecins africains avaient des ordonnanciers, c'est l'État qui leur donnait. Aujourd'hui, vous allez à l'hôpital, même d'État, c'est vous qui amenez le carnet sur lequel on doit faire l'ordonnance. Quant aux médicaments, n'en parlons pas. Vous savez très bien que nos hôpitaux sont considérés comme des mouroirs. Vous savez très bien qu'on dit que tous les hauts fonctionnaires sont des évacués sanitaires. Et dans leur évacuation sanitaire, ils détournent même, ils ne payent pas. Si bien que certains, quand ils envoient les hôpitaux en France, refusent de les recevoir. Donc, quand vous avez l'autoroute Douala-Yaoundé, 200 combien de kilomètres? Ça fait plus de 10 ans qu'on attend ce travail. Et sous prétexte que les riverains ne veulent pas partir. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? C'est parce que l'argent est déjà sorti des caisses pour les indemniser. Mais cet argent n'est jamais arrivé à terme. Moi-même qui vous parle, dans le prolongement du boulevard de la République, pour aller à Aquanor, j'ai été exproprié de 700 mètres carrés de terrain. Est-ce que vous avez été indemnisé? Jusqu'à ce jour, ça fait plus de 10 ans. Tout le monde a été indemnisé, sauf moi. Dans les rues des principales villes du Cameroun, c'est l'un des seuls sujets qui alimente de vifs débats. Il s'agit de la mise en application de la collecte par voie numérique des taxes douanières sur les téléphones portables importés. Fixé à 33%, ce mécanisme tel que présenté a suscité un tollé. Parmi les premiers experts à monter au créneau figure Rebecca Enonchon, l'une des entrepreneurs tech les plus influentes en Afrique, initiatrice de la campagne Hand Phone Tax sur les réseaux sociaux. Elle a présenté les incongruités de ce nouveau dispositif de collecte des taxes douanières par voie numérique sur les téléphones portables importés et les conséquences sur l'emploi et l'écosystème numérique au Cameroun. Elle s'exprime dans ce reportage signé Jean-Paul Chouniat. Opérant dans l'économie numérique depuis une vingtaine d'années, la Camerounaise Rebecca Enonchon voit en la nouvelle taxe sur les téléphones portables et tablettes un moyen pour le gouvernement de spolier les citoyens camerounais déjà bien appauvris par les différentes conjonctures économiques difficiles qu'a connues le pays. C'est une mesure qui punit un consommateur parce que les douaniers n'ont pas pu faire leur travail.
En prélevant cette taxe de 33%, soutient Rebecca Enonchon, l'accès des consommateurs aux téléphones portables performants va diminuer, baissant le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile et élargir le fossé numérique entre le Cameroun et les autres pays d'Afrique et du monde. On a besoin que les gens utilisent leur téléphone et on a besoin qu'ils aient le téléphone le plus performant possible. Et donc aujourd'hui, ils vont plus acheter des téléphones, ils vont acheter le téléphone qui leur coûte le moins cher parce que les droits de douane dessus seront les moins élevés. Et donc je pense qu'il faut réfléchir et voir l'impact sur toute l'économie et non seulement les droits de douane. Sur cette taxe de 33% à la tête du consommateur, le mode de paiement par crédit téléphonique converti en argent non encore autorisé en zone CEMAC, la mesure dépasse l'entendement humain, s'exclame la tech entrepreneur Rebecca Enonchon. Et s'il est pareil que le mobile money, et donc la monnaie électronique, ça veut dire que les opérateurs qui font le mobile money n'avaient pas besoin d'un accord avec la BEAC pour faire leur mobile money. Deuxième point d'ombre qui préoccupe la patronne mondiale des startups, le mécanisme de collecte de cette taxe. Rebecca Enonchon y voit encore un moyen de détournement de fonds publics au profit d'un groupuscule d'individus. Monsieur Zambo et sa société Arintech vont prélever 1,65%. Et donc, au lieu d'avoir 100% des droits de douane, l'État, volontairement, dit que non, les importateurs, vous n'avez plus besoin de payer les droits de douane. D'ailleurs, c'est presque encouragé que tout l'argent passe par cette plateforme. À travers le flou juridique autour de cette plateforme, son déficit technique en équipement, Rebecca Enonchon remet en cause les capacités de l'entreprise à pouvoir collecter en toute transparence cette taxe au nom de l'État camerounais. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations sur la plateforme. Ni le gouvernement, ni M. Zambou ont bien vraiment communiqué sur l'architecture de la plateforme, la technologie qui est utilisée, la base de données qui est utilisée, les méthodes de sécurité qui ont été utilisées. Et donc, on n'a pas réellement beaucoup d'informations. On sait qu'il y a des failles. En 2015, le ministère des Postes et Télécommunications prévoyait une hausse de 10% sur le produit intérieur brut grâce à l'économie numérique. Et si rien n'est fait pour le Cameroun, martèle Rebecca Enonchon, notre économie perdrait des milliards de francs CFA et des milliers d'emplois ruinés. Pour la seule année 2017, l'économie numérique a généré en Afrique 8 000 milliards de francs CFA d'impôts et créé 3 millions d'emplois. Dans cette même veine, des associations de défense des droits des consommateurs ont, elles aussi, contesté cette décision ministérielle visant à faire payer directement des taxes et droits de douane aux utilisateurs de téléphones portables. Décision suicidaire, selon les présidents de la Ligue camerounaise des consommateurs et l'Observatoire de développement sociétal. Ils présentent des défaillances dans le nouveau mécanisme de prélèvement de ces taxes douanières. Je vous invite à suivre Delors Magellan Kamgeng, président de la Ligue camerounaise des consommateurs, et Lilian Ngoulou de l'Observatoire de développement sociétal. Nous avons entrepris des démarches en termes de plaidoyer et de lobbying auprès des autorités compétentes pour qu'ils puissent avoir un sursis à exécution. Le gouvernement est conscient d'avoir dérapé. La réglementation CEMAC demande aux États membres, donc notamment aux responsables des frontières, dont les douaniers, de ne traiter qu'avec les importateurs. Ceux qui font entrer les produits s'appellent importateurs et non consommateurs. Deuxième chose, on ne peut pas dire vouloir appliquer la loi en violant une autre loi. Et il y a la loi cadre numéro 2011, base 012 du 6 mai 2011, portant protection du consommateur au Cameroun. Cette loi-là voudrait que, quand il y a des questions, des préoccupations intéressant les consommateurs, que leurs représentants soient associés à l'élaboration des textes. L'Observatoire du développement sociétal tient à rappeler aux organisateurs de cette manœuvre dolosive que l'un des principes de la République, c'est la recherche de l'intérêt général. De ce fait, une mesure orientée vers la réalisation des intérêts égoïstes ne saurait donc légitimement prospérer. Il fait par ailleurs remarquer que les administrateurs incompétents ne devraient pas adosser le paiement de leurs erreurs sur les honnêtes citoyens.
Ce dispositif de collecte par voie numérique des droits et taxes de douane sur les téléphones portables a également suscité une levée de boucliers au sein de la classe politique. Loin des clivages, des leaders ont dénoncé un mécanisme inopérant, sans garantie de protection des consommateurs et révélateur des défaillances dans les contrôles douaniers au Cameroun. Ils ont tous exigé le retrait de cette taxe dans la loi des finances. Ils s'expriment dans ce reportage signé Flavien Valondongo. Des Camerounais dans leur immense majorité ne sont pas prêts à payer la nouvelle taxe douanière par voie numérique sur le téléphone portable. Les opérateurs, les importateurs et même nous, les consommateurs, les utilisateurs de ces outils-là, n'avions pas été convoqués sur la table de débat qui allait aboutir à cette loi. Voilà pourquoi les opérateurs mobiles, les importateurs se désolidarisent déjà. À côté des acteurs politiques qui redoutent cette nouvelle taxe, des opérateurs de téléphonie mobile sollicitent l'arbitrage de la BEAC qui reste mieux jusqu'ici. Pour l'Union des populations du Cameroun, si l'État peine à sécuriser ses frontières, il est hors des questions de ruiner davantage des Camerounais qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Le Camerounais a son pouvoir d'achat qui ne lui permet même pas de vivre décemment, sauf pour ceux qui sont dans le camp des ayants droit de tout et qui prélèvent à tout moment. Prenez seulement les parcs automobiles de tous les ministères et des directions générales. Si on les liquide, on aura suffisamment de réserves pour résoudre le problème. Deuxièmement, je crois qu'il faut qu'on change de paradigme économique. Nous ne devons plus être dans une économie d'importation massive. Le communicant du parti au pouvoir qui exprime son inquiétude quant à la mise en route de l'économie numérique suite au refus du paiement de la nouvelle taxe par des consommateurs suggère des pistes de solutions simples. Si cette taxe aujourd'hui décourage la population, l'économie numérique est foutue. Oui, voilà. Ça c'est d'un. Oui. Et de deux, maintenant, l'État peut faire une technique de contournement. C'est de faire la production maintenant de téléphones locaux. Pour le MRC et alliés, au regard des faits, pense que la malgouvernance actuelle favorise la corruption. Elle qui est un échec pour le régime de Yaoundé. 95% des smartphones et tablettes au Cameroun n'entrent pas par les bateaux, par le port. Oui. Mais c'est par air. Le dispositif que l'État a déployé de la douane au niveau de l'aéroport, c'est ce dispositif qui ne fait pas le travail. Si le pourcentage à payer par téléphone fait problème, reste que la communication faite autour de la taxe en question ne garantit pas la compréhension des consommateurs. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui, M. Nouféré, que vous arrivez tout à l'heure au marché de téléphone, qu'on vous vende un téléphone à 150 000 ? Si on vous vend à 150 000, vous payez 33 000, ça veut dire que le coût... Suite à toutes ces explications et récriminations, le boycott du paiement de la taxe semble prendre le dessus au sein de la population. Et des parlementaires réagissent à la suite de cette décision du chef de l'État de surseoir au recouvrement de la taxe douanière de 33%, laquelle devait être imputée aux utilisateurs de téléphonie mobile. Pour le député SDF Jean-Michel Nitieux, il s'agit d'un recul du pouvoir et d'un succès pour la mobilisation en préparation des forces progressistes de l'opposition et d'une victoire de la société civile sur cette méthode archaïque des différents gouvernements camerounais qui consiste à passer en force sur des sujets qui impactent sur la vie quotidienne des Camerounais. L'honorable Jean-Michel Nitieux critique l'incohérence gouvernementale et l'égocentrisme de certains ministres et une querelle de chapelle révélée au grand jour à travers ce rétro-pédalage. Cependant, il précise dans un communiqué que cette victoire sera incomplète tant qu'il n'y aura pas de suppression pure et simple de cette taxe dans la loi des finances de l'exercice 2021 qui sera débattue lors de la session parlementaire en novembre prochain. Autre réaction, celle de Cabral Libi, lui aussi député PCRN et président du même parti politique. Il salue l'écoute du président de la République pour l'annulation de l'imputation de la collecte des droits de douane sur le téléphone de contrebande aux consommateurs, a-t-il indiqué sur son compte Twitter. Dans l'actualité, un incendie a fait un mort à Loum dans le département du Mungo. De nombreux dégâts matériels sont enregistrés. Selon des témoins, l'origine de l'incendie, c'est la vente illicite du carburant frelaté dans cet arrondissement. Reportage, Jacquino Mollan et Xavier Foka.
La foule est ahurie et des femmes inconsolables. Une femme vient de perdre la vie et une autre brûlée au 3e degré dans un incendie qui a eu lieu ce lundi matin au lieu dit Marcel Loum Chantier dans le département du Mungo. La cause de l'incendie, le carburant frélaté qui s'est embrasé. À peine 10 minutes qu'on n'avait pas de carburant. Maman Élisée était venue prendre mon carburant pour vendre. Le feu n'était pas loin du carburant. C'est là où à 5 minutes, à peine d'entrer le carburant. C'est même pas 5 minutes. Incendie. Papa, le feu. La main sort. La main sort avec le feu sur elle partout. La foule qui a accouru a pu sauver la vie de l'une des 2 dames qui se trouvait dans cette maison au moment des faits. Quand le feu m'a pris, ça a embrassé d'abord celle qui vendait le carburant et après, ce qui est brûlé a pu s'échapper. Et pendant que nous sommes arrivés, on a cherché à éteindre le feu. On ne savait pas qu'il y avait une personne dedans. Ça peut avoir éteint tout le feu. On s'est rendu compte que Monsieur Mani, Maman Eli, Maman Makar, qu'on l'appelle souvent, était couchée dans la maison et elle s'est calcinée complètement. Le sous-préfet de Loum, Zoua Pascal, qui a effectué une descente sur le lieu du drame, rappelle ici le caractère dangereux de la vente du carburant frélaté, une activité déjà interdite par la loi. C'est une activité extrêmement dangereuse. Et le souci de l'État a toujours été de faire en sorte que la vente du carburant ne se fasse pas dans les agglomérations. Et même le transport du carburant, en réalité, ça se fait par voie maritime. Nous condamnons fermement cette activité et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, on va encore revoir tous les réseaux de vente de ce carburant. À Mélon, c'est toujours dans le département du Mungo. Ce sont près de 200 000 litres de carburant frélaté qui ont été saisis dans cet entrepôt par des éléments de la compagnie du Mungo Nord. Une saisie rendue possible grâce à la collaboration de la population. La population nous a donné un renseignement selon lequel des gens étaient installés ici et qu'ils faisaient de la contrebande des produits pétroliers. Nous les avons filés depuis à peu près 5 jours et le renseignement, Dieu merci, était effectivement bon. Nous sommes tombés en garde aux abords du dispositif et lorsque les camions sont entrés pour livrer le carburant, nous avons donné. Le gouvernement est engagé dans la lutte contre la vente illicite du carburant qui fait perdre à l'État d'énormes sommes. Les usagers aussi paient le lourd tribut de cette activité, tout comme toute la chaîne de distribution. Ceux qui font ce genre de contrebande ne payent pas les taxes parce que le pétrole qui est utilisé dans cette opération est défiscalisé. Et après, lorsqu'ils mélangent donc ce pétrole avec du gazole, du super, c'est clair que c'est des laboratoires. Soit ils se retrouvent dans des proportions telles que lorsque nous faisons des analyses, on se retrouve dans des plages où les paramètres sont ceux du gazole ou du super. Mais petit à petit, ça abîme les moteurs. Ça abîme les moteurs. Et l'État perd en termes de recouvrement de taxes. Et même en dehors de l'État, les marketeurs qui sont agréés, qui travaillent normalement, à leur niveau, en termes d'économie, eux ils ont du personnel, ils paient les impôts d'État, donc c'est une concurrence déloyale. Le préfet du Mungo, Yves Bertrand Djana, est descendu dans l'entrepôt où a été saisi le dit carburant. Alors que le gouvernement est engagé dans la lutte contre le commerce illicite du carburant, l'activité est plutôt bien répandue dans plusieurs villes du pays. Parlons à présent des femmes rurales formées à Massok-Son-Loulou sur la mise en œuvre et le suivi d'une pépinière pour le cacao. Les bénéficiaires ont profité de la journée mondiale de la femme rurale pour interpeller les pouvoirs publics sur l'enclavement des bassins de production agricole. Le maire de Massok-Son-Loulou a promis d'y remédier en fonction des moyens disponibles. Reportage Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop. L'ambition est à la hauteur de la volonté et de la détermination qui anime la femme Lorega du village Ihound. Elle veut saisir toutes les opportunités qu'offre la filière cacao pour se faire une place au soleil. Le projet intitulé « Une femme, un demi-hectare de cacao » va permettre à toutes ces femmes d'avoir un revenu annuel minimum 300 000 francs.
Donc ça va beaucoup aider ces femmes-là qui vivent dans une zone enclavée à pouvoir s'occuper de leur famille, s'occuper même de la communauté. C'est une grande ambition qui doit cependant reposer sur une fondation solide. La base de cette fondation est la mise en place d'une bonne pépinière. Voilà qui justifie la formation offerte par l'expert cacao du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. C'est un préalable nécessaire. Pourquoi? Parce que dans l'autonomisation, tout commence par la production du matériel végétal. Elles doivent savoir produire elles-mêmes leur matériel végétal pour la création de futures plantations. Beaucoup de chocolatiers commencent à s'intéresser à l'origine Cameroun. Ça veut dire que c'est un marché qui ira grandissant. Donc c'est le moment de prendre le taureau par les cornes. Améliorer, certes, le traitement post-récolte, mais beaucoup plus, intégrer les femmes. Science tenante, elles ont reçu en théorie et surtout en pratique tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre et au suivi d'une bonne pépinière. En quelques mots, c'est que l'origine de la semence est très importante. La conduite de la pépinière a des étapes clés, telles que le choix du terreau, telles que la préparation de semences, telles que le système d'arrosage, les traitements phyto et même l'acclimatation et le transport des plants. Vous avez vu l'engouement et surtout la volonté. La volonté parce que tout part du fait que pour qu'elles ne dépendent plus entièrement des hommes, elles doivent se mettre au travail. Avec une tête désormais pleine de connaissances, la femme Lorega est prête à se jeter à l'eau, tant il est vrai que la filière cacao est de plus en plus porteuse. J'ai essayé de travailler les arachides, le manioc. Je n'arrivais pas à m'en sortir, mais avec la formation que je viens d'obtenir tout à l'heure, j'espère que avec le temps, je vais m'en sortir pour le cacao. Et je pourrai vraiment envoyer mes enfants à l'école et nourrir toute ma famille. Le lancement du projet baptisé Une femme, un demi-hectare de cacao a coïncidé avec la célébration de la journée mondiale de la femme rurale. Celle du village Ihound souffre le martyre au quotidien du fait de l'enclavement des principaux bassins de production agricole. Ici à Lorega, c'est beaucoup plus l'enclavement, c'est vrai. Parce que la femme Lorega est une femme travailleuse. Nous avons nos produits que nous n'arrivons pas à écouler en ville, tout simplement parce que l'état de la route nous en empêche. Des pleurs qui ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Je ferai de tout ce qui est de mon possible pour que nous puissions désenclaver ces zones qui constituent des bassins de production agricole et qui devraient donc pouvoir aider ces mamans à s'épanouir économiquement, financièrement, ainsi de suite. D'autant que pour l'année budgétaire qui arrive 2021, nous avons eu le quitus du Mindevel pour pouvoir acquérir un engin autonome qui soit un engin de la mairie qui va pouvoir de manière, j'allais dire spontanée, pouvoir travailler, aller élaguer les bourbiers, aller ouvrir les passages. Déjà attachée à plusieurs cultures, la femme Lorega mise désormais sur la cacaoculture pour sortir de la misère et assurer son autonomie. Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café ainsi que plusieurs autres structures d'encadrement ne les lâcheront pas. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Suspension des droits de douane et taxes sur les téléphones et terminaux importés. Le député Jean-Michel Nithieu du Social-Démocratique Front demande sa suppression pure et simple. Il se félicite d'abord de ce rétro-pédalage du gouvernement qui, selon lui, est une victoire de l'ensemble des Camerounais, des forces progressistes de l'opposition et la société civile. Mais pour lui, le combat n'est pas encore achevé. Il faut aller à l'Assemblée nationale, que l'opposition s'y réunisse afin de pouvoir faire plier le pouvoir et empêcher que cette taxe revienne dans la loi des finances de l'exercice 2021. Une telle loi, un tel projet de loi sera examiné dans quelques semaines à l'Assemblée nationale et au Sénat, a-t-il indiqué. Et il y a aussi la réaction du député PCRN Cabral Libi qui a salué la décision du chef de l'État de surseoir, d'annuler, pour reprendre ses termes, cette décision ministérielle de procéder à une collecte par voie numérique des droits et taxes douanières sur les téléphones portables et autres terminaux numériques importés. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel et qui nous soit en deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.